Chers internautes de la SDTV, c'est un plaisir encore de vous retrouver dans votre émission Expression Directe, qui a le plaisir de recevoir Monsieur Serigne Mbacké Ndiaye, qui est ministre, ancien ministre porte-parole du gouvernement sous Wade. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Ok, je dois rappeler qu'il est le président de la CLP, Convergence libérale et patriotique, par ailleurs coordinateur du rappel, le Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme, qui doit se prononcer aujourd'hui dans notre émission Expression Directe sur les questions d'actualité. Et aujourd'hui, nous allons commencer par la question qui fait l'actualité, particulièrement la déclaration de patrimoine du président de la République, qui a demandé d'ailleurs à ses ministres de faire pareil que lui. Hier, on a appris qu'il a fait la déclaration de son patrimoine, après celle de 2012. Mais suite à cette déclaration, on note qu'il a listé autant de villas, autant de biens immobiliers, mais aussi une trentaine de voitures à son nom et quelques villas au nom de son épouse, Marième Faye Sall. Quelle lecture vous en faites? Aucune, rien de nouveau. Vous l'avez dit, il l'avait fait en 2012, il l'a refait. Donc pour moi, il n'y a rien de nouveau. Vous savez, pour moi, je ne m'attarde jamais sur des questions qui, de mon point de vue, ne sont pas des questions essentielles. Si on a un pays confronté à des questions sérieuses, telles que la pandémie, telles que la situation économique difficile partout dans le monde, telles que l'éducation, le chômage des jeunes, l'unité dont nous avons besoin, la sérénité dont nous avons besoin, je ne peux pas réfléchir sur des questions qui, de mon point de vue, sont des questions de détail. Je veux vraiment être un grossiste et pas un détaillant. Un détaillant. Pourtant, c'est des questions essentielles parce qu'il s'agit... Oui, pour vous, c'est essentiel. Pour moi, c'est des détails. Pour les Sénégalais, d'ailleurs. Parce qu'il s'agit de... Enfin, pas pour les Sénégalais. Attendez. Il faut également qu'on s'entende. Oui. Vous savez, on a l'habitude de voir, par exemple, une manifestation de 50, de 100 personnes à Dakar ou à Thiès, à Khoubol ou à Diourbel. En rendant compte, la presse nous dit, Wa Diourbel nénañu, les gens de Diourbel pensent que. Or, vous prenez les 500 000 habitants, par exemple, de Touba Mbacké, vous avez rassemblé 10, 20 personnes. Donc ces questions peuvent intéresser certains. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais parce qu'il s'agit de l'article 37 de la Constitution. Mais je dis, moi, ça ne m'intéresse pas. En tant qu'ancien ministre, ça vous intéresse? Ça ne m'intéresse pas. Il y a des questions plus importantes que ça. Donc pour vous savez, on va se mettre à discuter de 17 sur le sexe des anges. Oui, il a 30 véhicules, il l'avait déjà dit. Il a 10 maisons, il l'avait déjà dit. Il a un terrain à Kounoun, il l'avait déjà dit. Il n'y a rien de nouveau. Moi, je préfère parler des questions importantes. Et cette question n'est pas importante. Pour moi, non. Et pourtant, c'est l'article 37 de la Constitution. Mais c'était déjà réglé. Vous savez, cette question peut être importante si, par exemple, on demande au président de faire sa déclaration. Comme vous l'avez dit, le stipule la Constitution. Il ne le fait pas. Il ne fait pas sa déclaration. La question devient importante. Ou bien en faisant sa déclaration, il fait du faux. La question devient importante. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc moi, je ne fais que constater. On lui a demandé de faire une déclaration, il l'a fait. Terminé. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Rien, pour moi, rien. Rien là-dessus. Au moment où des Sénégalais peinent à avoir 100 francs pour survivre. C'est tout à fait normal, c'est la vie qui est ainsi faite. Est-ce que vous avez vu un seul pays au monde, où tout le monde est sur le même pied? Ça n'existe pas. Il y aura toujours des riches, des moins riches, des pauvres. Mais maintenant, nous, notre rôle, notre mission, c'est de nous battre pour que les pauvres deviennent moins pauvres, pour que ceux qui souffrent moins, pour que ceux qui sont malades puissent trouver où se soigner. Parce que se soigner ne veut pas dire ne pas mourir. Il faut qu'on meure de quelque chose. Mais notre mission, nous, c'est d'assister les populations, de nous battre pour qu'il y ait moins d'inégalités dans le monde. Je pense que c'est ça notre objectif, c'est ça ce que nous devons faire. Ok. Dernièrement, on a constaté le président de la République tendre la main aux Sénégalais en demandant aux Sénégalais de lui envoyer des messages concernant la récession, la nouvelle relance économique et la récession économique. Vous avez eu à lui envoyer un texte par rapport à ça? Vous savez, je lui envoie tous les jours des textes, donc c'est tous les jours que je le fais. Maintenant, si le président veut savoir ce que pense les Sénégalais, moi, il sait ce que je pense de tout ça. Il le sait parce que je le fais comme je dis au quotidien. Vous avez ces nouvelles au quotidien? Comme vous. On a les nouvelles du président. Est-ce que je l'ai vu? Non, depuis longtemps, je ne l'ai pas vu pour des raisons évidentes. Voilà, la situation dans laquelle nous nous trouvons et
beaucoup de facteurs, mais nous échangeons assez souvent. Ok. Et monsieur le ministre, par ailleurs, les Sénégalais, vous considérez comme un incompris. Parce que de temps en temps... Vous me considérez comme un incompris, pas les Sénégalais. Les Sénégalais, non, pas du tout. Je suis beaucoup pas de Sénégalais d'ailleurs. Peut-être oui, c'est possible, beaucoup oui. Et je vais m'expliquer pourquoi. D'ailleurs, on vous dit à chaque fois, vous êtes toujours du côté du pouvoir. Quand le pouvoir change de position, vous changez de position. Donc, est-ce que exactement le président M. Serigne Mbacké Ndiaye a une vision vraiment politique? Mais je suis le meilleur politique de ce pays-là. S'il y a un homme qui a une vision, c'est moi dans ce pays-là. Comment vous l'êtes? Parce que ceux qui parlent comme ça, vous savez, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils jugent des gens qu'ils ne connaissent pas. Moi, je connais l'histoire politique de notre pays. Allez, parlez-nous de Serigne Mbacké. Alors, je ne parle pas de moi, c'est pas ce qui est important, mais je vous parle de l'histoire politique de notre pays. Ouais. Vous savez, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des êtres humains. La politique n'a son sens que si l'on peut servir à quelque chose. On soulève souvent des questions, par exemple, on nous dit tel a quitté un parti pour aller vers un autre parti. Ce qu'on appelle aujourd'hui la transhumance. Mais l'histoire politique de notre pays a montré que les premiers partis créés au Sénégal, je prends le cas du PAI, avec les Seydou Soukro, les Majmoud Diop, les Amad Dansokho, avaient été créés en 1957. En 1960, le Sénégal accédait à l'indépendance. Et de 60 à 62, la mission que s'était donnée le président Senghor et le président Mamadou Dia à l'époque, c'était de démanteler toute forme d'opposition. Le pays a été dissous. Majmoud Diop exilé, Seydou Soukro exilé, Amad Dansokho exilé, ainsi de suite. Le BMS de Cheikh Anta Diop a été dissous et Cheikh Anta mis en prison. Le PSS de Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum a été dissous et lui-même arrêté et mis en prison. Et tant d'autres. Okay. L'UGTAN, l'Union Générale des Travailleurs d'Afrique Noire, a été dissous et 3000 travailleurs licenciés le même jour. Ça, on était en 1962. D'accord. Ce processus s'est poursuivi jusqu'en 1966. Et en 1966, le dernier bastion de l'opposition a rejoint le pouvoir. Vous savez c'était qui? C'est qui? C'était Amadou Mokhtar Mbow, c'était Hassan Seck, c'était Abdoulaye Ly qui était au PRA. Ils ont rejoint l'UPS, le gouvernement de l'UPS, et à l'époque, on les appelait les traîtres de la cause nationale. Les Amadou Mokhtar Mbow là, qui sont les héros aujourd'hui, c'était les traîtres de 1966. Ce qui fait qu'à partir de 1966, on n'avait plus d'opposition légale au Sénégal. Légale, on n'en avait plus. Jusqu'en 1974, avec la création du PDS. Le PDS qu'on appelait justement à l'époque, non pas un parti d'opposition, mais un parti de contribution. De contribution. Et pour la petite histoire, je vous apprends que le PDS n'était pas un parti libéral. Il était un parti socialiste. Ça, il faut bien le retenir. Ceux qui sont aujourd'hui au PDS ne savent pas que le PDS n'était pas un parti libéral, il était un parti socialiste. Et l'article 2 des statuts du PDS disait le but du PDS est de réaliser au Sénégal une société socialiste et démocratique. Bon, ainsi de suite. Donc, au PDS, le PDS était considéré comme un parti de traîtres quand on l'a créé. Et je me rappelle encore comme si c'était aujourd'hui, nos amis de Andesopi, nous y reviendrons. Andesopi, c'était Momo Dia, c'était les Maguette Thiam et autres, le groupe de Sambou Dioul Diam. C'est eux qui avaient créé Andesopi. Et nous appelaient justement, quand nous avons créé le PDS, ils nous disaient, faites de l'opposition légale au Sénégal est une trahison nationale. Plus tard, en 1989, il y a eu la crise avec la Mauritanie. Et le PIT avait accepté la main tendue de Abdou Diouf. C'est ainsi qu'en 1992, l'ALD, le PIT et le PDS ont rejoint le gouvernement d'Abdou Diouf qu'on appelle le gouvernement de majorité élargie. En ce moment, on ne parlait plus de traîtres, mais on parlait d'entristes, les entristes. Donc c'est la première entrée du PDS dans le gouvernement. Et ces entristes de l'époque, on les appelle aujourd'hui des transhumants. Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie, c'est que dans notre pays, les gens ne se demandent pas comment on adhère dans le parti. Contrairement à d'autres pays. Allez en France, par exemple, votre père peut être socialiste, vous êtes
un communiste, l'autre il est écologiste, l'autre il est l'autre, il est l'autre, ça ne pose pas de problème. Chez nous, on n'arrive pas dans un parti comme ça. C'est pas ça la question en fait. Mais par exemple, vous allez aux États-Unis, oui? Vous ne verrez jamais un républicain qui change de camp une fois que les démocrates sont élus. Et pourquoi ici au Sénégal, c'est Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ça ne se passe pas aux États-Unis. Aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. Mais au Sénégal, ça se passe comme ça. Vous savez, quand vous, personnellement, vous allez à l'occasion d'une élection, vous allez voter, vous allez vous dire, ah, M. Ndiaye, vraiment, ces enfants-là, ce sont mes amis. Thioro, c'est ma soeur, Amadou, ceci, cela, donc, je vais voter pour lui. D'autres vont vous dire, ah oui, vraiment, je vote pour lui. Un autre va vous dire, son père était mon ami. C'est un vote affectif. Affectif, justement. Et je vous rappelle la fameuse phrase du président Mitterrand, qui disait qu'une élection présidentielle ne se gagne jamais sur des bases programmatiques, mais sur des bases subjectives, affectives, donc subjectives. C'est ça le grand malheur au Sénégal. C'est pas au Sénégal seulement. Vous pensez que Trump a gagné des élections sur des bases programmatiques? Vous le pensez? Mais détrompez-vous. Je vais vous faire une révélation. Il y a plus d'1 an, un de mes amis marocains que je me garde de citer, ma famille le connaît très bien, m'a dit, mon frère, préparez-vous à accueillir Joe Biden. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que le Congrès juif mondial va tout faire pour que Biden gagne les élections. À l'époque, on ne parlait pas de Biden. Exact, ouais. Donc, ce n'est pas pour des raisons programmatiques. C'est d'autres raisons qui amènent les Américains à mettre en place un président. Vous savez que vous pensez que si c'était vraiment sur des bases programmatiques, Trump aurait battu Hillary Clinton. Non, pas du tout. Il faut se détromper. Vous pensez qu'en France, Macron a gagné le pouvoir sur des bases programmatiques? Donc, pas du tout. Vous voulez dire que de 1960 à 2000, à l'heure où on parle, tous les présidents qui ont eu à être élus ont été élus sur la base, non pas sur la base d'une vision politique ou programme d'un programme, mais sur une certaine affection. C'est ça? Prenons l'élection d'Abdoulaye Wade en 2000. Avant 2000, Wade était presque retiré de la politique. Il était à Versailles. Il a fallu une délégation conduite par Idrissa Seck, avec les Abdoulaye Bathily, les Landing Savané, les Ahmad Danso, qui sont allés le chercher. Et pourtant, eux, c'était des marxistes-léninistes. Wade est un libéral. Ils sont allés le chercher. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient qu'il y avait un ras-le-bol et qu'il fallait un leader charismatique capable de rassembler tout ce mécontentement. Vous pensez que c'est une base programmatique? Pas du tout. Et c'est comme ça qu'ils sont allés le chercher. En 2012, quand Wade perdait le pouvoir, c'est pas parce qu'il avait un mauvais bilan qu'on l'a battu. Pas du tout. C'est pas parce qu'il n'avait pas une vision qu'il a été battu. Non. C'était sur des bases subjectives. Parce que beaucoup pensaient que Wade allait donner le pouvoir à Karim Wade. Ouais, c'est vrai. Et au premier tour, Macky Sall, avec toute sa coalition, a eu 26%. Au moment où Wade avait plus de 36%. Mais avec mon programme quand même, avec une vision... Quel programme? Mais attends, si c'était à cause de ce... S'il avait été élu grâce à ce programme-là, ceux qui ont voté pour lui au deuxième tour auraient voté pour lui au premier tour. Vous savez, un deuxième tour n'est jamais sincère. Comment ça? Oui, parce qu'au premier tour, vous avez 4, 5, 6, 7, 8 candidats. Chacun choisit. Donc vous avez choisi celui à qui vous faites confiance. Maintenant, au deuxième tour, il ne reste que 2. Vous êtes obligé de choisir. Que vous lui fassiez confiance ou pas, mon fils, ils ne sont que 2. Donc ce vote n'est pas sincère. Et on vote sur ces bases. Et vous savez, moi, ma politique, je la résume en dîner avec Diamant. Vous savez ce que signifie dîner avec Diamant? Dites-nous. Nous sommes des croyants. En tout cas, moi je le suis, je ne sais pas vous. Moi je suis croyant. Nous le sommes aussi. Bon, vous me le dites, je vous crois sur parole. Alors, je suis un croyant. Et je sais que Dieu nous a dit, il nous a enseigné, que je ne changerai de ce monde-là que quand vous aurez décidé vous-même de le changer. Ouais. N'est-ce pas? Donc ça, c'est d'idée. Ouais. Diamono, c'est la volonté populaire. Quand on va à une élection, moi, où je suis candidat, où j'ai un candidat, je fais tout pour que mon candidat gagne ou que je gagne. Si je ne gagne pas, ou si mon candidat ne gagne pas, je me dirais que c'est la volonté populaire. Mais également, c'est la volonté divine. Et je me plie à cette volonté-là. Et celui qui est élu, il est élu pour un mandat de 5 ans ou de 7 ans, selon.
Ma conception, moi, c'est de dire, je ne veux pas hériter d'un pays qui brûle. Donc, si vous êtes aujourd'hui élu président de la République, ou ministre, ou député, quelle que soit votre fonction, si vous êtes élu, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous épauler. Et à la fin de votre mandat, j'ai fait mon bilan. Oui, il a bien travaillé, je peux le soutenir. Il n'a pas bien travaillé, c'est mieux que ça. Votre soutien au président Macky Sall? Non, pas du tout. Macky, c'est autre chose. Autre chose, comment? Autre chose. Nous appartenons à la même famille politique. Et rappelez-vous deux phrases clés d'Abdoulaye Wade. C'est Wade qui disait « Je veux que, que les libéraux gardent le pouvoir pendant 50 ans. » Vous en souvenez? C'est lui qui a dit en 2004 « Enfin, avec Macky, mes chantiers sortent de terre. » Exact. Et il a dit en Wolof « Voilà. Troisièmement, c'est lui qui est allé à Touba. Il a dit à Serigne Saliou Mbacké qui xalé buma am ci mom yaakar la ñaanalal mako dox suma fi joggé mu remplacer ma. Et au soir de l'élection de Macky, j'ai dit au président Wade, monsieur le président, estimez-vous heureux? Vos vœux ont été exaucés. Et si d'autres avaient pris le pouvoir, aujourd'hui vous ne serez pas là. Parce qu'il y a un leader politique qui disait « Le jour n'est pas loin où certains seront pressés de regagner les frontières. » Et vous aussi, vous aviez dit que si on perd le pouvoir, nous tous nous risquons de nous retrouver en prison. Ça s'est vérifié, oui ou non? Donc, je vous réponds à la question. Ah non, c'est à vous de constater. Moi, j'avais fait une affirmation. Vous avez constaté? Non. Ça s'est vérifié? Parce que vous avez dit, un autre candidat avait dit qu'il n'est pas loin pour que certaines personnes quittent le Sénégal. Parce Oui. qu'ils risqueront d'être poursuivis pour, je ne sais pas pour quelle raison. Oui. Et vous, est-ce que cette personne, c'est la personne de Macky Sall ou bien? Non, ce n'était pas Macky Sall. C'est un autre. C'est pourquoi je vous pose cette question. Est-ce que c'est le cas, comme vous l'avez dit, vous, en 2012? Est-ce que c'est le cas, comme vous l'avez dit en 2012, lorsqu'on perd le pouvoir, nous risquons nous tous de nous retrouver en prison. Oui. Est-ce que c'est exactement le cas? Mais nous avons tous risqué de nous retrouver en prison? La preuve? Vous avez juste été menacé. Et pas... Oui. Mais j'ai dit risqué, j'avais dit risqué. N'est-ce pas? J'ai répété risqué. Parce que vous avez à un moment donné pensé que vous avez eu mal géré le Sénégal. Mais pas du tout, justement. Pourquoi vous avez peur de perdre le pouvoir? À cause de cette déclaration dont j'ai parlé. Quand votre adversaire vous dit le jour n'est pas loin, vous serez pressé de regagner les frontières, vous savez à quoi il pense? Et vous savez, la justice, elle est ce qu'elle est. La justice, elle est ce qu'elle est. Aujourd'hui, quelqu'un est suspecté. Par exemple, vous êtes dans la rue, un policier vous rencontre. Il trouve que vous êtes suspect. La loi le permet de vous prendre. Exact. De vous garder pendant 48 heures. Et même de demander au procureur la prolongation de la garde à vue. Et peut-être vous êtes innocent. On vous défait devant le procureur dit, mais peut-être oui, celui-là, il est innocent, il est suspect. Il faut ouvrir une information judiciaire. On te met en prison. On procède à une enquête qui peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Au bout du compte, on dira il n'a rien fait. Mais vous avez coupé en prison. C'est ça la justice. Et partout dans le monde, c'est comme ça. Ok. Alors, donc, en 2012, quand nous avons perdu le pouvoir, après cette discussion que j'ai eue avec Wade, il m'a demandé maintenant quelles sont les perspectives. Je lui dis, soyons cohérents. Soyons cohérents. Nous, en tant que parti, nous avons perdu le pouvoir, mais en tant que famille politique, nous ne l'avons pas perdu. Deuxièmement, je dis, vous, président, vous ne serez plus candidat dans ce pays-là. C'est un de vos fils qui a gagné, vous ne serez plus candidat. Donc le bon sens et la logique voudraient qu'on soutienne ton fils qui vient de prendre le pouvoir. Il m'a dit, nous irons en réunion de comité directeur, vous allez défendre votre position. C'est ce que j'ai fait en comité directeur. Et pratiquement tout le monde était d'accord avec moi. Et je disais à l'époque que nos alliés devraient être Idrissa Seck et Macky Sall, qui sont de la même famille politique. Ça, c'est la première étape. Quelque temps après, Wade s'est retrouvé en France, il était à Versailles, j'ai été le voir. Et à mon retour, je suis allé voir Macky Sall parce qu'il y avait un dossier qu'il fallait discuter avec Macky. Un dossier qui concernait Wade et Karim. Et c'est au cours de cette discussion-là, et après les décisions prises par Macky Sall, parce que, pour la petite histoire, je n'entre pas dans des détails,
le statut, l'ancien président du Sénégal, qu'il soit Senghor, qu'il soit Abdou Diouf, mais surtout Abdou Diouf, c'est ce texte-là que j'ai vu, il avait un salaire de 2 millions. L'ancien président. Il avait un cabinet composé de 3 personnes. C'est tout ce dont il avait droit. Or, nous avons estimé que ce n'était pas juste. Donc, il fallait discuter avec le président Macky Sall de cette nouvelle donne. Wade qui vient de perdre le pouvoir, il y a un statut qui est là. Il doit en bénéficier, c'est 2 millions, c'est 3 personnes. Nous estimons que par rapport à beaucoup de choses, il fallait revoir cette situation à la hausse. C'est ce que Macky a fait. Je n'entre pas dans les détails. Ok, mais on va parler cette fois. C'est des questions qui intéressent plus les Sénégalais. C'est la vie quotidienne des Sénégalais. La situation. Alors, les questions dont nous parlons n'intéressent pas les Sénégalais, c'est vous qui les avez soulevées de toute façon, c'est pas moi. Non, ça c'est un peu personnel. Oui, mais c'est vous qui les avez soulevées. Mais parlons de la situation actuelle du pays. Les impacts sociaux, psychologiques, économiques, mais aussi financiers du Covid-19. Le président Macky Sall, qui avait tout à l'heure, je l'ai dit, cette fois-ci, il a compris qu'il faut écouter le peuple. Il faut écouter les Sénégalais pour bien gérer le pays. Récemment, on a constaté qu'il y avait ce qu'on appelle l'état d'urgence, le couvre-feu, qui a poussé les Sénégalais à être dans des situations extrêmes, tellement dures. Les Sénégalais n'ont même pas eu la chance de satisfaire au quotidien les dépenses quotidiennes. Qu'est-ce que cela vous fait en tant qu'ancien Premier ministre, ancien ministre plutôt? Quoi? Qu'est-ce que ça m'a fait? Je n'ai pas bien compris la question. Par exemple, le fait que, malgré tout, les mesures qui ont été prises, les mesures de prévention pour éviter la chaîne de contamination du virus, les Sénégalais ont été contraints de rester chez eux sans emploi. Beaucoup ont perdu leur emploi. Beaucoup n'ont pas eu la chance de subvenir à leurs besoins parce que tout simplement, ils ne travaillent plus. Aujourd'hui, cette situation, elle perdure jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, aucune solution n'a été apportée, à part que nous essaierons excepté l'aide alimentaire. Oui, maintenant, vous me demandez quoi? Ce que j'en pense? Oui. D'abord, je relève ce que vous avez dit tantôt et qui ne me paraît pas correct, parce que vous avez dit que cette fois-ci, le président a écouté son peuple. Oui, cette fois-ci, oui. C'est pas cette fois-ci, il a toujours écouté son peuple. Parce qu'on avait constaté une gestion solitaire du Covid. Alors, vous savez, il faut quand même que dans ce pays-là, que nos gens comprennent qu'on n'a pas élu une équipe. On a élu une personne. Qu'il soit Senghor, Diouf, Wade, c'est une personne qui a été élue. Donc on ne peut pas avoir une gestion collégiale d'un gouvernement. Ce n'est pas possible. J'ai souvent entendu des gens dire oui, le président il n'a qu'à nous consulter. Il consulte quand il veut, il ne consulte pas quand il ne veut pas. Ça c'est un. Deuxièmement, ce que vous appelez gestion solitaire, ce n'est pas une gestion solitaire de la crise. La preuve, dès le départ, il a fait appel à tout le monde. Il a écouté les hommes politiques, les religieux, les syndicats, la société. Il a écouté tout le monde et discuté avec tout le monde pour mettre en place maintenant des structures permettant de gérer cette affaire-là. Troisièmement, il s'est fait entourer d'une équipe avec les professeurs, c'est lui que vous connaissez, les docteurs autres, vraiment une équipe compétente qui lui servent de conseiller. Donc ce n'est pas une gestion solitaire. Maintenant, la décision, il faut qu'elle soit prise par quelqu'un. Il appartient au président de prendre la décision. C'est dans ces conditions qu'une première décision avait été prise, consistant à confiner, entre guillemets, les Sénégalais, de couvre-feu, l'état d'urgence, et ainsi de suite. À un moment donné, il a fallu également déconfiner, si l'expression est permise, et permettre aux Sénégalais de vivre, comme on le dit, avec le virus. Alors, et dans cette gestion de la crise-là, je ne pense pas qu'on puisse reprocher quoi que ce soit au gouvernement du Sénégal. D'abord, à l'origine, si tous les pays avaient fait comme le Sénégal, le virus ne serait pas transformé en pandémie. Parce que dès le départ, vous en souvenez quand il y a eu les étudiants sénégalais en Chine, le Sénégal a dit non, je ne vais pas les chercher. Ensuite, la Chine a commis l'erreur. On l'a fait exprès d'annoncer le virus d'abord, et 48 heures après, ils ont confiné. D'accord. Monsieur le ministre, ça a été un plaisir de vous recevoir sur la chaîne SDTV, dans votre émission Expression Directe. Quel est votre dernier mot? C'est de demander aux Sénégalais de garder confiance, de savoir que nous avons un peuple extraordinaire, un peuple discipliné. Quel que soit ce qu'on peut dire, comme je disais tantôt, c'est une infime minorité qui tente de déstabiliser et de transformer le peuple sénégalais. Restons nous-mêmes, et à chaque fois que vous devez dire quelque chose concernant quelqu'un, comme je dis en Wolof, avant de donner
un avis à quelqu'un, il faut l'essayer vous-même. Et si nous le faisons, je pense que le Sénégal va continuer à être le grand pays qu'il a toujours été. Merci. Chers internautes de la SDTV, ça a été un plaisir de vous recevoir dans votre émission. Notre invité, le ministre Serigne Mbacké Ndiaye, président de la CLP, Convergence libérale et patriotique. Monsieur le ministre, ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci dalal bu ñu dalal fii sa kër. Mais maa ngi leen di sant ndax gan moom buur la donc voilà, vous êtes chez vous. Ok, merci. Allez, merci, à la prochaine.